Je suis allé à New York quand j'avais 19 ans. J'ai quitté l'armée quand j'avais 46 et 45 ans. Je suis allé à New York quand j'avais 46 ans. Quand j'avais 47 ans, j'étais à New York pour l'école. Et à l'été 48, je suis venu en Californie. La légende hollywoodienne Tony Curtis est décédé à l'âge de 85 ans. Mais ses derniers mois ont été remplis d'obscurité. 4 mois avant sa mort, il a retiré ses 5 enfants de son testament de 60 millions de dollars. Il a tout laissé à sa 6e femme. Mais il y a une sombre vérité derrière la raison pour laquelle il a pris cette décision. Certains disent qu'il a été manipulé et contrôlé. La famille était déjà brisée par des décennies de dépendance et de dysfonctionnement. Maintenant, sa fille révèle la vérité sur ses derniers jours. Tony Curtis est né le 3 juin 1925 à Manhattan, East Harlem. À ce moment-là, il n'était pas Tony Curtis. Il s'agissait de Bernard Schwartz, l'aîné de 3 enfants nés de familles d'immigrants juifs pauvres de Hong Kong. Ses parents avaient à peine de quoi survivre. Ils vivaient dans un petit appartement de 2 pièces au-dessus de celui de leur père, dans un atelier désaffecté. L'argent était si cher que le jeune Bernard n'a même pas appris l'anglais avant l'âge de 6 ans. Il ne parlait que le hongrois, ce qui lui donnait l'impression d'être un étranger dans sa propre ville. Les choses ont empiré pendant la Grande Dépression. En 1933, alors que Bernard a 8 ans, ses parents ne parviennent pas à nourrir tous leurs enfants. Ils l'envoyèrent donc, lui et son jeune frère, Julius, dans une station d'accueil pendant 1 mois. Ce n'était pas une punition. C'était une question de survie. Mais pour un enfant, il se sentait abandonné. Ce court laps de temps l'a changé. Il a gardé ce sentiment de désespoir pour le reste de sa vie. Leur pauvreté ne concernait pas seulement la nourriture ou les vêtements. Il s'agissait de solitude, d'isolement et de n'avoir nulle part où retourner. Quand Bernard avait 12 ans, la tragédie a frappé. Julius, son frère qu'elle aimait beaucoup, jouait dehors avec ses amis. Avant ce jour, Julius voulait jouer avec Bernard, mais Bernard lui a dit d'aller jouer avec les autres enfants. Ce choix l'a tué. Un piège est tombé sur Julius. Bernard s'est approché de l'hôpital et l'a vu assis là, inconscient. Il lui a demandé de se lever, de lâcher prise, de lui donner juste 30 secondes de plus. Mais Julius est mort. Bernard ne l'a jamais oublié. Il a ensuite dit qu'il avait promis ce jour-là qu'il serait toujours un bon garçon s'il pouvait seulement récupérer son frère. Cette culpabilité l'a accompagné à travers la gloire, la fortune et de ses 6 maisons. Sa vie à la maison ne lui apportait pas non plus de paix. Sa mère, Helen, était imprévisible et violente. Personne ne le savait à l'époque, mais elle souffrait de schizophrénie. Elle a tué ses enfants parce qu'ils n'avaient pas fini leur repas. Bernard vivait dans la peur constante d'elle. Son jeune frère, Robert, a finalement été interné avec la même maladie. La maison était remplie de cris, de douleur et de confusion. Bernard ne savait pas ce que signifiait l'amour. Il a dit un jour, « Si ta mère n'agit pas comme si elle t'aimait, où vas-tu ?» Cette simple question expliquait beaucoup de choses sur sa vie. Sa peur et son besoin d'être aimé le suivaient partout, même à Hollywood, où il s'est marié 6 fois et a affirmé avoir couché avec plus d'1 millier de femmes. En loin, il cherchait toujours l'affection qu'il n'avait jamais eue étant enfant. À l'adolescence, Bernard commençait à avoir des ennuis. Il a rejoint un gang de rue et a passé ses journées à sécher les cours et à voler des petites choses. Ce n'était pas seulement pour s'amuser. Il s'échappait. Rien n'était mieux que de rentrer à la maison. Mais ensuite, quelque chose s'est produit. Un voisin est venu et l'a envoyé au camp de scouts. Cet acte a changé son chemin. Cela lui a donné une structure et de l'espoir. Mais ce qui l'a vraiment sauvé, ce sont les films. Dès l'âge de 5 ou 6 ans, il allait au théâtre et restait assis pendant des heures. L'obscurité, les histoires, le héros, lui ont donné quelque chose en quoi croire. Il a commencé à monter les escaliers du Bronx en faisant semblant d'être dans ses films. C'est là que le rêve a commencé. Il a joué dans son premier spectacle scolaire à Seas Hands et quelque chose a fait tilt. Peut-être, juste peut-être, cet enfant de rien pourrait devenir quelqu'un. En 1943, juste après avoir obtenu son diplôme du lycée de Seward Park, Bernard s'engage dans l'armée. J'avais 18 ans. Il avait vu le film Destination Tokyo avec Cary Grant et un feu s'était allumé en lui. Elle a imité la signature de sa mère et a été invité à rejoindre le service sous-marin. Il a été envoyé sur l'USS Proteus, un navire de soutien dans le Pacifique. Il n'a jamais vu de combat. Mais le 2 septembre 1945, il a vu l'histoire. Depuis la proue du navire, à seulement 1 million de kilomètres de là, il a vu les Japonais abandonner officiellement la baie de Tokyo.
La guerre est finie. J'avais seulement 20 ans. De retour chez lui-même. Il n'a pas perdu de temps. Sans aucune carrière en vue, il a utilisé son ticket de GI pour entrer dans une école de théâtre à New York. Je ne le savais pas encore. Mais cette seule décision allait tout changer. L'école des actes dramatiques n'était pas seulement une école d'actes. La mise en scène a été réalisée par Erwin Piscator, une légende du théâtre qui s'était échappée de l'Allemagne nazie. Là, Bernard s'entraîne aux côtés de futures stars telles qu'Elaine Stritch, Rod Steiger et Walter Matthau. Parmi ses professeurs figuraient des géants comme Lee Strasberg et Stella Adler. Cet endroit n'enseignait pas seulement des numéros, mais formait également des artistes. Et il a donné à Bernard les compétences qui aideraient un jour à réaliser de grands films hollywoodiens. Puis vint le repos heureux, Joyce Selznick, une agente artistique aux yeux clairs, l'a repéré lors d'une petite présentation à Greenwich Village. Il a ensuite plaisanté en disant qu'il l'avait choisie parce qu'elle était le plus beau des garçons. Que cela soit vrai ou non, elle a vu quelque chose en lui. Il l'a aidé à obtenir un rendez-vous avec Universal Pictures en 1948. À l'âge de 23 ans, j'étais dans un avion pour Los Angeles. Sur ce vol, il était assis à côté de Jack Warner, le patron de Warner Brothers, Warner Bros. Lui a même proposé de le rejoindre si Universal le laissait partir. Universal, lui, a offert un contrat de 7 ans. Ils ont changé leur nom de Bernard Schwartz à Anthony Curtis, inspiré par le roman Anthony Adverse et un nom familier. Kurt, il devient bientôt Tony Curtis. Le studio lui a donné des cours de course et d'escrime, le préparant ainsi à des rôles d'aventure. À l'époque, Curtis a admis qu'il était plus intéressé par les filles et l'argent que par l'art. Mais Hollywood commençait tout juste à le transformer en star. Ses débuts à l'écran ont eu lieu en 1949 dans Criss Cross. Ce n'était qu'une apparition de 2 minutes en tant que danseur dans une scène de boîte de nuit, mais sa présence était indéniable. Elle a dansé avec Ivan DiCarlo tandis que Burt Lancaster la regardait fièrement. Je n'avais même pas de ligne. Pourtant, la caméra l'aimait. Les téléspectateurs se souvenaient de ce visage et le studio a vu son potentiel. De petits rôles ont suivi, notamment dans Saw et Winchester 73, où elle est apparue aux côtés de Jimmy Stewart. En 1951, il décroche enfin son premier rôle principal dans Le Prince qui était un voleur. C'était une aventure exotique à Tanger, et Universal l'a marqué durement. À seulement 26 ans, Curtis est devenu un acteur de premier plan. Le public l'aimait. Il a fait la plupart de ses apparitions lui-même et a partagé l'écran avec Piper Laurie, une autre étoile montante. Ils étaient si bien ensemble que le studio les a réunis pour 3 autres films. Les critiques étaient divisées. Certains ont qualifié le film de timide, d'autres aimaient son énergie. Mais l'étude n'a pas menti. Ce fut un succès. Puis vint la célébrité déviante. Curtis était un gars. Il était beau, attirant et athlétique. Il a donc continué à jouer des rôles d'aventure légers, Flesh and Fury, en 1952, a tenté de changer cela. Il a joué un boxeur indigène dans une histoire dramatique au thème plus sombre. Pourtant, la plupart de ses films de l'époque étaient oubliables. Francis, il n'y avait pas de place pour les femmes et le fils d'Ali Baba. Il a pris ce qu'il pouvait pour essayer de construire un film-spectacle. Les studios le considéraient comme un déviant. Mais Curtis voulait plus. Sa première véritable transformation eut lieu en 1953, lorsqu'il incarna Houdini dans un film biographique sur le célèbre artiste de l'Exit. Il a joué aux côtés de sa vraie femme, Janet Leigh. Il a étudié avec un maître pendant 1 mois et a même fait ses propres numéros. Dans une scène, il a dû s'asseoir dans des bains remplis de neige et a souffert de brûlures dues à la neige. Le film joue rapidement et librement avec les faits, mais donne à Curtis l'occasion de montrer sa profondeur. C'était la première fois que les téléspectateurs voyaient plus que son apparence. La prochaine grande étape eut lieu en 1956 avec Trapeze. Curtis a chanté en chœur avec Burt Lancaster et Gina Lollobrigida dans un drame de cirque intitulé High Wire. Le rôle était physiquement intense. Curtis a dû s'entraîner pour les prises de vue aériennes et a même tenté le dangereux triple salto dans le film. Le risque à payer. Le film a rapporté 15,5 millions de dollars au box-office, soit 3 fois son budget. C'est l'un des plus grands gagnants de l'année, tant aux États-Unis qu'au Royaume-Uni. Et cela a donné à Curtis une crédibilité en tant qu'acteur dramatique. Mais c'est la douce odeur du succès en 1957 qui a tout changé. Curtis s'est battu avec acharnement pour décrocher le rôle de Sidney Falco, un agent de presse qui tente de gravir les échelons par tous les moyens nécessaires.
Universal ne voulait pas que Curtis accepte le rôle. Ils craignaient que cela ne ruine leur image. Mais Curtis n'est pas descendu. Le film le réunit avec Burt Lancaster, qui joue un Colombien très puissant et sexy. La présentation de Curtis a étonné les critiques. C'était très rapide, désespéré, sale et brillant. Il ne jouait plus comme un cœur. Il jouait comme un être humain, avec les fleurs et tout. La critique Pauline Kael a écrit que c'était la meilleure performance de sa carrière. À ce moment-là, le film flottait. Les téléspectateurs, qui s'attendaient à un titre romantique, ne savaient pas quoi en penser. Mais le film a bien grandi, aujourd'hui considéré comme un maître du cinéma des années 1950. Beaucoup pensent que Curtis aurait dû être nominé pour un Oscar. Tony Curtis atteint un tournant en 1958. Cette année-là, il donne la meilleure performance de sa carrière dans The Defiant Ones. Il a joué un prisonnier raciste et évadé, piégé dans le personnage de Sidney Poitier. Le film était rapide et courageux, et Curtis a prouvé qu'il pouvait faire un travail sérieux. Il sort le 27 septembre 1958 et a déjà été présenté au Festival de Berlin en juin, où Poitier remporte l'Ours d'argent du meilleur acteur. Le film a été nominé pour 9 Oscars, dont celui du meilleur film. Curtis et Poitier ont tous deux été nominés pour le prix du meilleur acteur. Mais le prix a été décerné à David Niven pour Separate Tables. Le film a été doté d'un budget de 778,0 $ et a rapporté 2,75 millions de dollars en locations aux États-Unis et au Canada. Curtis a également montré son véritable caractère hors écran. Il a insisté pour que Poitier reçoive le même budget que le titre. Ce mouvement a marqué l'histoire. Poitier est devenu le premier acteur noir nominé pour le prix du meilleur acteur. Son lien avec le film était si intense que Stanley Kramer en est devenu le réalisateur. Poitier a dit plus tard qu'il n'avait pas à s'inquiéter de savoir si Tony pouvait rester avec moi. Il le fait et je le sens. Un an plus tard, Curtis revient à l'écran avec Something Like Heat. Mais le processus de réalisation était un rêve. Marilyn Monroe était difficile sur scène, lente, nerveux et souvent ivre. Curtis s'était souvenu d'elle en 1949, ce qui n'a pas aidé à apaiser la tension. Le film a nécessité 29 jours de tournage et a coûté un demi-million de dollars de plus que prévu. Curtis, frustré, a un jour comparé Monroe à Hitler. Un commentaire qu'il regretterait probablement. Le réalisateur Billy Wilder a déclaré que Monroe était son pire ennemi. Je n'ai eu aucun problème avec Monroe. Monroe avait des problèmes avec Monroe. Pendant ce temps, Curtis et Jack Lemmon passaient des heures en travesti pour leur rôle. Lemmon a même développé un héritage permanent du pantalon. Le film a été présenté en première à Los Angeles le 16 décembre 1958. Le même jour, Monroe a eu un problème et s'est plaint plus tard du stress de l'enregistrement. Son assistante se souvient de l'avoir trouvée inconsciente sur le sol. Son visage était couvert de vomi après une overdose de piles. Malgré tout, le film s'est terminé et est devenu un classique. En 1960, Curtis a endossé un autre rôle marquant dans Spartacus. Il a joué Anthony, un esclave qui sert le personnage de Laurence Olivier, Crassus. Le film comprenait une scène qui faisait allusion à la bisexualité de Crassus, quelque chose d'inédit à l'époque. La célèbre scène du bain de pantalon dans l'Église catholique se propageait au-delà des frontières. Le groupe parrain de l'Église catholique a demandé que la scène soit coupée. Curtis et Olivier se sont battus pour le garder. Ils n'avaient qu'une seule scène. Des années plus tard, la scène a été restaurée en 1991. Olivier était passé, alors Anthony Hopkins. Anthony Hopkins l'appelait là de sa voix. Curtis a réenregistré ses propres lignes. Il a ensuite déclaré que Stanley Kubrick était son réalisateur préféré, le qualifiant de génie des acteurs. Le film fut une énorme production et Curtis s'est imposé parmi les légendes. En 1961, Curtis chante le chœur de The Great Imposter. Il incarne Ferdinand de Mara, un homme réel qui a traversé près de 30 carrières, dont celle de médecin. Le film a rapporté 3 millions de dollars et Curtis a captivé le public avec un mélange de comédie et de drame. Les critiques ont noté que même s'il ne ressemblait en rien à de Mara, le personnage était génial. L'un des moments les plus violents de l'histoire est celui où de Mara a pratiqué 19 opérations chirurgicales sur des soldats avant d'être arrêté. Curtis a fait son travail en montrant que de Mara n'était pas mauvais, juste un homme testant jusqu'où il pouvait aller dans un monde qui ne respectait que les références. Cette performance a montré que Curtis pouvait aller loin sans perdre son charme. Mais au milieu des années 1960,
Curtis a commencé à se concentrer sur des comédies légères. Dans Sex and the Single Girl, il incarne un journaliste de tabloïd se faisant passer pour quelqu'un d'autre pour démasquer un psychologue célèbre. Le film n'a pas duré longtemps. Lorsqu'il a été réintégré en France en 2002, il ne gagnait que 6,90 $. Puis vint La Grande Course en 1965. C'était la comédie la plus chère réalisée à l'époque. Il a remporté le premier au US Boxing Office pendant 2 semaines en octobre, mais n'a toujours pas réussi à entrer dans le top 10 de l'année. Curtis a créé sa propre société de production en 1961 dans l'espoir de prendre le contrôle de sa carrière. Entre 1964 et 1967, il réalise au moins 8 comédies. Ses partis ont payé les impôts, mais ont ruiné leur réputation. Il n'était plus considéré comme un acteur sérieux et les critiques estimaient qu'il se contentait de tourner des comédies sexuelles inoubliables. Ses précédents travaux dans Sweet Smell of Success et The Defiant Ones semblaient n'être que de lointains souvenirs. Puis vint L'Étrangleur de Boston en 1968. C'était un retour surprenant. Curtis a joué Albert DeSalva, le tueur réel qui a assassiné 13 femmes à Boston. Elle a transformé son apparence avec du maquillage, des lentilles de contact foncées et du body skating. Le public ne l'a pas reconnu. Le film utilise des scènes d'écran pour montrer à la fois le tueur et l'enquête. Curtis n'est même pas apparu avant presque la moitié du film, mais quand il a fait valoir son point de vue. Les critiques ont qualifié ce concert de sa meilleure apparition. Roger Ebert a déclaré que Curtis était étonnamment bon dans le rôle. Une critique a déclaré qu'il était étonnamment bon dans le rôle d'un homme qui semblait normal, mais qui cachait un sourire monstrueux. Malgré les éloges de la critique, le film n'a pas eu d'impact commercial majeur. Curtis avait une fois de plus prouvé ses talents d'acteur, mais Hollywood ne semblait pas le remarquer. Tony Curtis n'a pas seulement vécu une vie hollywoodienne. Il en a vécu plusieurs, les unes après les autres, toutes plus dramatiques les unes que les autres. Au début des années 1970, alors que son travail au cinéma s'estompait, Curtis s'est tourné vers la télévision. En 1971, il s'associe à Roger Moore pour The Persuaders, une série de comédies d'action à gros budget qui coûte la somme astronomique de $0 par épisode, soit environ un 800 € aujourd'hui. Ils ont été tournés en Europe, au Brésil, en France, en Italie et en Espagne, mêlant le charme américain de Curtis au charme britannique de Moore. Mais la série a été abandonnée aux États-Unis lorsque ABC l'a opposée à Mission Impossible. Les téléspectateurs américains n'ont pas eu peur. Néanmoins, la série est devenue un énorme succès en Europe, notamment en Allemagne, en France, en Suède, en Russie et en Italie. Les fans ont continué à la regarder pendant des décennies. Curtis et Moore ont même reçu des prix en France et en Allemagne pour leurs performances. Tentant de faire un retour en 1975, Curtis a riposté contre McCoy, jouant un imbécile avec un problème de gambit qui utilisait des astuces élaborées pour vaincre les méchants et restituer l'argent volé. C'était comme une version télévisée de l'arnaque. Il y avait une équipe solide, des réalisateurs connus, un scénariste et des co-stars comme Roscoe Lee Brown. Mais il ne pouvait pas rivaliser avec des athlètes poids lourds comme Columbo ou McLeod. Après seulement un pilote et 4 longs épisodes, NBC a levé le pied. C'était fini avant même d'avoir commencé. Curtis n'a pas perdu. En 1978, il revient à Vegas, jouant le rôle d'un patron de casino appelé Slick Roth. L'émission se déroulait à Las Vegas, où Curtis se sentait comme chez lui. Pendant 3 ans, il est apparu dans 17 épisodes, apportant le swag du vrai Las Vegas à l'écran. Les critiques l'adoraient. Ils ont dit que c'était fluide, amusant et sans effort. Tout ce que les fans attendaient de Tony Curtis. Alors que beaucoup de ses anciens collègues de cinéma disparaissaient, Curtis continuait de briller sous les lumières noires et les palmiers. Au cours des années 1980 et 1990, ses rôles au cinéma sont devenus rares. Mais il a continué à faire du doublage. En 1980, elle a obtenu une nomination aux Emmy Awards pour Scarlett O'Hara's War du producteur David O. Selznick. La même année, il joue aux côtés de Kim Novak dans Mirror Crack. Il a également interprété des rôles plus dramatiques, comme celui d'un sénateur paranoïaque dans Insignificance et celui de Sam Giancana dans Mafia Princess. Mais en 1984, Curtis se heurte à un mur. Il s'est rendu à la clinique Betty Ford pour traiter des problèmes de drogue et d'alcool. C'est alors qu'il prit un pinceau et le laissa sans peinture. Son attitude a changé en profondeur.
Dans les années 1990, Curtis apparaît ici et là, comme dans le film indépendant Born in New York de 1993. Une réédition de Spartacus en 1991 lui a valu un regain d'attention, notamment pour une scène de bain censurée avec Laurence Olivier. Mais Curtis a bougé. Il a commencé à se concentrer davantage sur l'art que sur l'acte. Dans les années 2000, la peinture devient sa véritable passion. Il a continué à se produire occasionnellement, jouant même à l'âge de 77 ans dans une version scénique de Some Like It Hot. Il a joué Osgood Fielding de 1992 à 1993. Il a animé Hollywood Babylon, une émission basée sur l'histoire des scandales hollywoodiens. À l'époque, il parlait ouvertement de ce qui lui tenait à cœur. « Je continue à faire des films », a-t-il déclaré. « Il ne m'intéresse plus, mais je peins tout le temps. » Son art le plus surréaliste, inspiré de Picasso et de Van Gogh, a même été exposé au Metropolitan Museum of Art. Il a continué à peindre jusqu'à sa mort le 29 septembre 2010. Mais derrière tout ce glamour se cachait une vie personnelle pleine de chaos. Sa première petite maison avec l'actrice Janet Leigh a commencé comme un conte de fées. Les dirigeants du studio ont essayé de l'arrêter, craignant que cela ne ruine sa carrière. En 1951, elle se marie avec Jerry Lewis comme témoin. Ils ont eu 2 filles, dont Jamie Lee Curtis. Mais en 1955, tout s'est effondré. Curtis a trouvé une lettre d'un autre homme adressée à Lee. Ils ont eu une forte dispute que les voisins ont pu entendre. Lee a signalé tous les cas, mais la confiance a été perdue. Curtis a déclaré « Ce n'était pas suffisant pour Janet ». Leur mariage a duré publiquement pendant 7 ans encore, mais en privé. Il était terminé. En 1961, les choses ont empiré. Lors du tournage de Taras Bulba en Argentine, Curtis, 36 ans, est décédé avec son acolyte de 17 ans, Christine Kaufman. La chimiothérapie entre eux était évidente et inquiétante. Elle n'était qu'une enfant et la relation a été gardée secrète pendant que le film. Lorsque la production prit fin en 1962, Curtis quitta sa femme et ses enfants. Lui et Kaufman ont déménagé en Europe et ont attendu son 18 et anniversaire pour se rendre aux États-Unis. En septembre, son mariage avec Lee était officiellement terminé. Le lendemain, elle a épousé quelqu'un d'autre. Leur remariage a duré plus de 40 ans, ce qui a rendu la chose encore plus excitante. C'est la visite inattendue de Lee sur le plateau de Taras Bulba. À son arrivée, il a vu Curtis et Kaufman ensemble. Des témoins ont déclaré qu'il faisait nuit et qu'elle était tombée malade sur place. C'était public, humiliant et définitif. Curtis n'a même pas essayé de le cacher. Ce moment l'a détruit. La jalousie de Curtis a également joué un grand rôle dans son repos. Même si elle a trahi Lee, elle l'a constamment accusé de lui avoir fait des choses. Lorsqu'il tournait The Manchurian Candidate avec Frank Sinatra, Curtis est devenu si paranoïaque qu'il a engagé des détectives privés pour le suivre. Ils n'ont rien trouvé. Mais ils s'en fichaient? J'ai cru ce que je voulais croire. Ce Phil, Jamie Lee, a déclaré plus tard que son obsession avait tout empoisonné. Il l'a même accusé d'avoir couché avec des livreurs. Pendant ce temps, je dormais seul. Jamie Lee a déclaré qu'elle connaissait à peine son père lorsqu'elle était jeune et a admis qu'elle n'avait pas pu sauver son mariage romantique. Même lorsqu'elle était enfant, Curtis s'est marié 6 fois. Après avoir divorcé de Lee, elle a épousé Kaufman en 1963, à l'âge de 18 ans. Ils ont 2 filles, mais se sont séparés en 1968. La même année, il a épousé le mannequin Leslie Allen. Ils ont 2 fils, Nicholas et Benjamin. Nicolas est mort d'une overdose d'héroïne à l'âge de 23 ans. Le mariage suivant de Curtis avec Andrea Savio a duré de 1984 à 1992, bien que certains disent qu'il n'était pas réel. En 1993, il épouse Lisa Deutsch. Cela s'est terminé en 1 an. Puis, en 1998, à l'âge de 73 ans, il épouse Jill Vandenberg, mannequin de lingerie de 31 ans. L'écart d'âge, 42 ans. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il avait épousé quelqu'un de si jeune, Curtis a répondu qu'il ne serait jamais coincé avec une femme que la société pensait assez âgée pour être sa femme. Ce mariage a duré jusqu'à sa mort. Il a hérité d'une grande partie de sa fortune. Jamie Lee Curtis a choqué le monde lorsqu'il a révélé qu'il consommait de la cocaïne avec son père, Tony Curtis. Il ne s'est pas caché derrière un langage vague ou des excuses. « J'ai pris de la cocaïne et du freebase 1 fois avec mon père », a-t-elle dit. Cela n'est arrivé qu'une seule fois.
Mais ce moment en dit long sur la longue histoire de la famille Curtis avec la dépendance. Pour Jamie, le chemin vers la toxicomanie a commencé tranquillement. Après une petite opération de chirurgie plastique en 1999 pour soigner ses yeux, on lui a prescrit des analgésiques. Il a commencé petit, mais au fil des années, il a caché des piles, volé sa sœur Kelly et vécu une double vie. Il a admis plus tard qu'il était devenu un menteur et un imbécile. Personne ne savait que je l'utilisais. Personne ne se doutait que l'heureuse actrice était en pleine spirale. Le tournant s'est produit en février 1999. Jamie est entrée dans sa première réunion de rétablissement. Cette nuit-là, elle a dit la vérité à son mari, Christopher Guest. Le secret avait été révélé. Et à partir de ce jour, il commença à compter chaque jour de pureté. En février 2024, cela a marqué 9125 jours, 25 ans de souveraineté. Il a fièrement et honnêtement partagé le miracle sur Instagram. Mais derrière leur célébration, il y avait de la douleur. Le genre de douleur qui s'est transmise d'une génération à l'autre. Cette douleur s'est faite encore plus sentir en 1994. Le frère de Jamie, Nicholas Curtis, est mort d'une overdose d'héroïne. Il n'avait que 23 ans. Sa mort a brisé ce qui restait de la famille. Jamie a déclaré plus tard que la dépendance avait détruit la vie de générations de sa lignée. À ce moment-là, les choses étaient déjà tendues. Tony Curtis avait 6 enfants, mais seul Jamie lui parlait. Les autres avaient coupé les ponts. La mort de Nicolas n'était pas seulement tragique. C'était un avertissement, un miroir de ce qui aurait pu arriver à Jamie s'il ne s'était pas arrêté. La mort l'a tué, et à bien des égards, cela l'a sauvé. Il a utilisé cette douleur pour rester propre. Il a même déclaré que devenir souverain était la plus grande chose qu'il ait jamais faite. Plus grand que son mariage, plus grand que sa mère, plus grand que sa carrière. Mais les problèmes de la famille n'ont pas commencé avec Jamie ou Nicholas. Ils ont commencé avec Tony. Il était une icône d'Hollywood. Mais à la maison, les choses se dégradaient. Il luttait contre l'alcool. Il a consommé de la cocaïne. Il a consommé de l'héroïne. Et il a traversé des menottes alors qu'il changeait de rôle. 6 marriages. L'un après l'autre, Jamie a dit un jour que sa famille immédiate avait connu Trey's divorce. Triza. Elle a posté une photo de ses parents, Tony Curtis et Janet Leigh, et a écrit qu'elle avait eu du mal avec l'idée de l'amour. Cette seule phrase dit tout. Sa vision des relations avait été façonnée par des ruptures constantes, de tristes batailles pour la garde des enfants et des promesses romantiques. Tony a eu une brève période de souveraineté, 3 ans. Il est allé à des réunions de rétablissement et a essayé de faire les choses correctement. Mais ça n'a pas duré. Jamie se l'est dit à elle-même. Ça n'a pas duré. Ça n'a pas duré. Et quelle que soit la reprise qui s'est produite pendant cette période, elle n'a pas été suffisante. Lorsqu'il est décédé en 2010, à l'âge de 85 ans, le mal était déjà fait. Il est décédé d'un arrêt cardiaque. Mais ce sont des années de dépendance et de maladies chroniques qui ont eu raison d'eux. Leslie Allen, l'une des épouses de Tony, a également pris part au chaos. Bien que peu de choses soient officiellement confirmées concernant sa consommation d'alcool, les tensions liées à la garde des enfants au sein de la famille Curtis révèlent quelque chose de plus profond. La dépendance, comme Jamie l'expliquerait, était omniprésente dans sa famille. Et quand c'est aussi profond, ça affecte tout. Qui a les enfants? Qui fait confiance? Qui reste? Qui part? Dans les familles comme la leur, les juges s'appuient souvent sur des systèmes de contrôle, comme la souveraineté, pour s'assurer que le père est souverain avant de passer du temps avec son enfant. C'est ainsi que cela devient une confiance fragile. Voilà à quoi ressemble l'amour lorsque la dépendance prend le contrôle. En mai 2010, 4 mois avant sa mort d'un arrêt cardiaque, Tony Curtis a fait quelque chose que personne n'attendait. À 25 ans, la légende hollywoodienne a réécrit son testament et a retiré ses 5 enfants survivants de sa succession de 60 millions de dollars. Cela incluait sa fille Jamie Lee Curtis, l'un des noms les plus connus d'Hollywood. La nouvelle volonté ne les a pas seulement laissés de côté. Il a nommé chacun d'eux et a clairement dit qu'ils ne recevraient rien. Aucune explication. Aucune raison. Juste une dernière ligne qu'il coupait et emportait exprès. L'ensemble du domaine fut légué à sa 6e épouse, Jill, qui avait 42 ans de moins que lui. Ce changement s'est produit lorsque la santé de Tony était en déclin et cela a étonné tout le monde. Jusqu'à ce moment-là, sa succession avait été divisée entre ses enfants. Le Nouveau Testament utilisait un langage juridique très spécifique qui rendait impossible la déshérence devant les tribunaux. Il a écrit «
Je suis reconnaissant pour l'existence de mes enfants et j'ai, intentionnellement et en toute connaissance de cause, choisi de ne pas subvenir à leurs besoins. Cette seule phrase a mis fin à toutes les accusations selon lesquelles ils auraient été laissés dans l'erreur. Phil, Allegra, désespérée et confuse, a été publiée dans une interview de 2011. Elle a déclaré que Jill avait influencé le changement. « Je n'ai pas besoin de dire son nom », dit-elle, mais tout le monde savait de qui elle parlait. Allegra a déclaré que le testament ne semblait pas provenir de son père. Elle pensait que Tony avait été manipulé et lui avait fait remarquer quelque chose d'étrange. 5 des enfants de Tony ont gagné $30,000 chacun, mais les 2 enfants de Jamie Lee n'ont rien gagné. C'était personnel. Ils se sentaient ciblés. Puis vint l'audition. 1 an après sa mort, les effets personnels de Tony ont été passés sous le couteau à Beverly Hills. L'audition a rapporté plus d'$1 million, soit le double de ce que les experts attendaient. Tous les bénéfices ont été reversés à Jill, et seule une petite partie a été reversée à une œuvre caritative qu'ils avaient créée. Les objets vendus étaient intimes et iconiques. Sa robe Certains Lem Show a rapporté $46,875. Sa robe Certains Lem Show a rapporté $46,875. A gagné $46,875. Sa robe Certains Lem Show a rapporté 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 $46,875. Sa robe Certains Lem Show. Sa robe Certains Lem Show.